Bien, nous poursuivons avec notre deuxième intervenant que nous avons fait revenir pour vérifier si ce qu'il nous avait raconté il y a un an s'est confirmé, s'infirme ou il a peut-être dit des bêtises ou peut-être qu'il n'en a pas dit. On va lui poser la question. C'est Danny Lang qui est enseignant-chercheur. Je vous le rappelle, il travaille sur la dette privée et il parle d'économie zombifiée. Et il nous fait aujourd'hui la mise à jour de toutes les données qu'il nous avait présentées l'année dernière. Ok, ben, formidable. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui. Donc l'an dernier, pour ceux qui n'étaient pas là, petite session de rattrapage, je vous avais annoncé un cataclysme financier lié à l'évolution de la dette privée. J'avais fait ça dans la presse, hein. J'avais écrit un article l'année dernière avec Steve Keen. Steve Keen, qui est un économiste australien, qui a eu le mérite d'être l'un des économistes et le plus reconnu par ses pairs d'ailleurs à avoir prédit la crise des subprimes dès 2006. Il avait vu venir avec deux indicateurs extrêmement simples sur lesquels je vais revenir dans un instant. Et aujourd'hui, l'article date de mai 2018. On est en novembre 2019, presque en décembre. Il y a eu quelques petites fluctuations sur les marchés, mais rien de spécialement, je veux dire, préoccupant. On n'est pas dans une nouvelle crise financière. Donc la question que je vais me poser avec vous, c'est est-ce que finalement on ne s'est pas planté ? Donc voilà, donc résumé de l'année dernière. Donc ça, c'est ce qu'on écrivait avec Steve Keen dans Libération l'année dernière. On disait que le krach était inévitable, donc Steve Keen à gauche et puis moi-même à droite, et qu'il était inévitable, et donc c'était une question de temps, et que les politiques des gouvernements qui sont menées depuis ces dernières années, au lieu d'aller à l'encontre de ce krach, vont dans le sens de ce krach financier. Donc autrement dit, pour reformuler la question, est-ce que c'est le moment d'aller investir dans des valeurs qui permettent de sécuriser votre épargne, comme l'or et l'argent, ou est-ce que c'est le moment de prendre des risques financiers, hein ? C'est la question que vous posez, quoi. Alors, est-ce qu'on s'est trompé ? Moi, je ne veux pas être comme les économistes du courant dominant en économie qui sont sûrs d'eux-mêmes et qui sont absolument certains de ne jamais se tromper. Parce que les plantages en économie sont monnaie courante, et on en a eu plusieurs. Je vais vous parler de plantages importants qu'on a pu observer dans l'histoire. Donc, juste pour revenir sur les critères qu'on avait pris l'année dernière pour prédire la crise financière, on a pris deux critères simples. On a regardé l'évolution de la dette privée. Premier critère, dette privée sur PIB. Est-ce que la dette privée qui est accumulée, donc la dette des ménages et la dette des entreprises, est supérieure ou égale à 150%? Ce chiffre nous vient d'un investisseur et philanthrope qui s'appelle Richard Weig, qui a beaucoup travaillé sur les marchés, en particulier à la City, et qui très empiriquement a dit c'est quand la dette privée dépasse 150% du PIB qu'il commence à y avoir des problèmes. Et deuxième critère qui fait assez sens, on regarde le taux de croissance de la dette, comment est-ce que la dette augmente, et on regarde le taux de croissance du PIB. C'est-à-dire on regarde le taux de croissance de la richesse, comment est-ce que la richesse augmente d'un côté, et de l'autre côté, comment la dette augmente. Et si la dette augmente beaucoup plus vite que la richesse, ça veut dire qu'à un certain moment, il y a des agents, des entreprises et des ménages qui ne pourront pas honorer la dette, donc qui ne pourront pas faire face à leurs échéances. Donc c'est les deux critères qu'on avait pris, et sur la base de ces critères, on vous avait donné une liste de pays à risque, le Danemark, la Suède, l'Australie, etc., etc. Les États-Unis et la France n'y étaient pas. Alors est-ce qu'on ne s'est pas trompé ? Il y a eu des exemples de plantage importants dans l'histoire. Je vais en prendre deux. Le plus célèbre, c'est sans doute Irving Fisher, très grand économiste du XXe siècle, à qui on doit beaucoup de choses, des bêtises comme la théorie quantitative de la monnaie, hein, cette idée que s'il y a de l'inflation, c'est parce que la Banque centrale crée trop de monnaie, qui est complètement fausse, mais aussi à qui on doit des choses extrêmement intéressantes. Et Fisher croyait très sérieusement, en 1929, qu'on avait atteint un nouveau plateau, que les cours avaient atteint un nouveau plateau, qu'on avait changé de phase dans l'histoire du capitalisme et que les crises financières, c'était fini.
Et donc, ce qui est assez ironique, c'est 3 jours avant le jeudi noir, le 21 octobre 1929, il nous écrit « Le prix des actions ont atteint ce qui apparaît être un haut plateau permanent ». Donc Fischer est absolument convaincu que ça ne va pas chuter. Et ce qui est intéressant chez Fischer, justement, c'est que c'est quelqu'un qui est un économiste, qui était un économiste extrêmement respecté, mais aussi qui avait mis tout son argent en bourse. Et donc c'est quelqu'un, quand ça a commencé à trembler, il dit c'est à cause de la folie de quelques-uns, ça va stabiliser, ça va remonter. Et même après l'effondrement boursier, sa première réaction, ça a été dans le déni, et ça a consisté à dire non, la reprise est au coin de la rue, ça va revenir. Non, effectivement, c'est pas revenu. Et au contraire, on a connu la Grande Dépression à la suite de ça. Et suite à ça, d'ailleurs, Fischer a été l'un des premiers économistes à théoriser le rôle de la dette privée. Il est passé d'économiste néoclassique à économiste keynésien suite à ça. Il a perdu toute son épargne, ça aide à réfléchir. Autre plantage, celui-là, contrairement à Fischer, ceux-là, je veux dire, c'est pas vraiment mes amis, c'est Landier et Tesmar. Grand professeur, Landier professeur à HEC, Tesmar professeur au MIT, qui écrivait le 27 juillet 2007, il fallait le faire parce que le 27 juillet 2007, ça commençait à trembler très sérieusement aux États-Unis, la crise des subprimes a débuté, on est dans une situation dramatique, on sait que ça va s'effondrer, ça fait 2 ans que Steve Keen a publié son papier, c'est pas le seul, vous avez une quinzaine d'économistes, ils sont pas nombreux, mais vous avez une quinzaine d'économistes, entre autres Rajan du FMI, Stiglitz, etc., Keen, Wayne-Godley, qui commencent à voir venir, on a des signes avant-coureurs, ça commence à paniquer aux États-Unis, ça va se casser la figure. Et voilà que ces 2 brillants économistes nous écrivent que le méga crack n'aura pas lieu. Et en gros, ce qu'ils nous expliquent en substance, c'est que le cours des actions va se stabiliser parce que le risque est très bien réparti entre les agents aujourd'hui avec la titrisation, que c'est une invention formidable, alors que c'est celle qui a mené à la crise des subprimes, qu'avec la titrisation, avec la répartition du risque, l'effondrement est totalement impossible. Donc voilà, très bien, fantastique. C'est au moment de l'effondrement qu'il publie ce fantastique article qui est toujours en ligne sur le site des Échos. Bon, je vous en conseille la lecture parce qu'en matière de plantage économique, je pense que c'est le niveau au-dessus de Fischer. C'est-à-dire, Fischer, c'était 3 jours avant. Eux, ça avait déjà commencé quand ils écrivent ça. Donc, conclusion, l'industrie financière a connu une véritable révolution depuis la fin des années 90. Sa résistance au retournement de tendance est améliorée, réduisant les risques de système, le danger d'une explosion financière, et donc le besoin de régulation n'est peut-être pas si grand qu'on le pense. Bon, dommage que je ne maîtrise pas Photoshop, j'aurais bien fait des chapeaux de clown. Voilà. Bon, alors, premier élément, des économistes se sont trompés. Les économistes se trompent parce que l'économie, même si elle a fait des progrès, je pense, ces dernières années, en particulier avec les modèles informatiques, l'économie n'est pas une science exacte. Ceux qui vous disent que l'économie est une science exacte, ceux qui vous disent que les modèles économiques permettent des prédictions précises, racontent n'importe quoi, vraiment. Donc l'économie n'est pas une science exacte. Premier élément, les économistes se trompent, ils se trompent régulièrement. Et d'ailleurs, pour un certain nombre d'économistes, c'est un mode de fonctionnement. Ils vous racontent des bêtises et puis quelques mois plus tard, ils viennent vous dire pourquoi les bêtises qui se sont racontées ne se sont pas produites. C'est pas de leur faute, c'est la faute des marchés, c'est la faute des politiques, c'est la faute. Mais eux ne sont absolument pas à remettre en cause. Bien. Deuxième chose, on a pris avec Steve Keen l'année dernière pour prédire une crise et même un cataclysme financier, des critères extrêmement simples. Et effectivement, si on veut vraiment correctement analyser la situation, on doit prendre en compte d'autres critères. Alors là, je ne vais pas tous les énumérer, sinon on finira au milieu de la nuit, mais vous avez un certain nombre de critères qui peuvent être utilisés en complément de ce que je vous ai donné pour évaluer l'instabilité financière. Alors l'instabilité financière, ça ne veut pas forcément dire qu'on a une crise. Mais plus on a de critères d'instabilité financière qui sont remplis, plus le risque de crise est important. Donc on a un nombre important de critères d'instabilité financière qu'on n'a absolument pas pris en compte dans notre analyse. Donc pour faire une analyse complète, pour faire une analyse sérieuse, il faudrait en plus de ça
prendre en compte d'autres critères d'instabilité financière. Par exemple, le ratio, regardez le ratio des crédits non performants, quoi. Parce qu'évidemment, plus les crédits non performants sont importants, c'est-à-dire les crédits finalement sur lesquels les gens font défaut, plus ça s'accélère, plus c'est un indicateur de crise complémentaire à ceux que j'ai pu vous donner au préalable. Donc deuxième élément, c'est plus compliqué, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Ça, je le reconnais volontiers. Troisième élément, des travaux. Alors cette fois, c'est pas dans la presse, c'est des travaux récents que j'ai fait moi-même avec un ancien doctorant qui est aujourd'hui maître de conf au Brésil, qui s'appelle Italo Pedrosa. Moi-même, dans mes propres travaux, je montre que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, on a cette dynamique où d'un côté, l'augmentation de la dette, effectivement, rend le système plus fragile, parce que quand on prête de plus en plus, les banques prennent de plus en plus de risques, et comme elles prennent de plus en plus de risques, la probabilité de non-remboursement augmente. Ça, c'est ce qu'on appelle une dynamique à la Minsky. Minsky, vous savez, cet économiste qui nous a aidé finalement à écrire notre article dans l'esprit, quoi. Ce qu'on a écrit, c'est vraiment du Minsky, le rôle de la dette privée, les cycles de dette privée, etc. Mais face à la dynamique de Minsky, il y a aussi une dynamique opposée, qu'on appelle une dynamique de Steindl, où quand des entreprises empruntent pour investir, et qu'il y a de l'investissement derrière, donc qu'il y a de la création de richesse, et au contraire, ça renforce la solidité financière du système. C'est-à-dire, si vous empruntez pour investir, si l'emprunt est fait pour investir, effectivement, derrière, vous aurez du dur. Voilà. Donc, il y a ces deux dynamiques qui sont contradictoires. Et ce que j'ai montré avec mon ancien doctorant, c'est que finalement, tout dépend non seulement du niveau de la dette par rapport au PIB, comme chez Richard Weig, tout dépend non seulement du taux de croissance de la dette par rapport au taux de croissance du PIB, mais ça dépend aussi de la répartition de la dette entre les entreprises et de ce que les entreprises font avec cette dette. Si c'est de l'endettement pour acheter leurs propres actions ou si c'est de l'endettement pour investir massivement dans des nouvelles technologies ou investir massivement dans des productions nouvelles, ça n'a pas le même impact sur l'économie. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que moi-même, dans mes propres travaux scientifiques, je nuance cette idée que l'évolution de la dette en soi est un problème dans l'absolu. Mais pourtant, hélas, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. Si je me suis trompé, je serais ravi de revenir au bout de la période. On est au milieu de la période. Donc dans 1 an et demi, pour vous expliquer pourquoi je me suis trompé. Et contrairement, je ne dirais pas que c'est la faute des gouvernements ou la faute de machin bidule ou la faute de trucs. Je dirais que c'est de ma faute et qu'effectivement, il faudrait repenser la manière dont on a pensé les choses. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que quand on met à jour le tableau que je vous avais présenté l'année dernière avec les différents pays à risque, non seulement les pays qui étaient déjà risqués. Donc vous voyez en abscisse ici, vous avez le ratio entre la dette privée et le PIB. Donc le ratio entre la dette et la création de richesse. Et là, on a le fameux critère de Richard Weig à 150%. D'accord ? Donc, et puis en ordonnée, on a ici le crédit moyen par année, le taux de croissance moyen du crédit par année sur les 5 dernières années. Bon, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, parce que quand on reprend nos critères l'année dernière, c'est qu'on a 2 pays qui n'étaient pas dans notre liste de pays à risque qui sont en train d'y rentrer. Et ce n'est pas le Liechtenstein, ce n'est pas Andorre, c'est la France qui n'y était pas. La France a aujourd'hui un ratio entre dette privée et PIB qui est de l'ordre de 200%. Ça veut dire que la dette privée représente 2 fois le PIB. Et un taux de croissance du crédit qui est de l'ordre de 7,5. Donc la France, en 1 an, a fait une entrée fracassante dans la liste de ce qu'on appelait dans notre précédent papier les zombies en devenir, c'est-à-dire des économies qui sont dangereuses. Et l'autre pays qui m'inquiète beaucoup,
Là aussi, ça n'est pas la Suisse, ça n'est pas le Liechtenstein. C'est un petit pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Regardez, là, vous êtes autour de 150%. Voilà. Alors que l'an dernier, on en était très loin. Et vous avez un taux de croissance du crédit moyen sur les 5 dernières années qui dépasse allègrement les 5%. On n'est pas tout à fait à 7,5 comme la France. On doit être de l'ordre de 6 et quelques. 6 points quelque chose. Donc avec ces deux petits pays qui rentrent dans cette liste de pays à risque d'économie zombie en devenir, qui viennent s'ajouter à tous ces pays-là qui sont déjà problématiques. Alors bon, la Chine, je vous avais expliqué l'an dernier que la Chine, c'est moins problématique parce que là-bas, il y a un gouvernement qui contrôle les banques. Et donc, quand ça commence à s'agiter, voilà, la Chine est quand même dans une situation difficile, hein, cela dit. Parce qu'ils ont provoqué, ils ont provoqué la plus grosse bulle financière de l'histoire du pays. Et ils sont dans une situation où si le gouvernement arrête cette bulle financière, toute l'économie va s'effondrer. Donc, bon. Mais là-bas, c'est le gouvernement qui contrôle les banques. Donc le gouvernement peut arrêter ça assez rapidement. Et la Chine, c'est quand même le seul pays en 2008 qui, plutôt que de serrer la vis, a fait une politique expansionniste. Et s'ils n'avaient pas fait ça, la crise se serait déjà produite aujourd'hui. Bon, ben on a le Canada, la Suède, l'Australie, l'Irlande. Alors regardez l'Irlande qui a vachement appris de la crise précédente, quoi. Ils sont même allés plus loin qu'avant la crise de 2008. Bon, Hong Kong, ça dépend de la Chine, hélas, mais bon, hélas ou heureusement du point de vue de la dette. Donc on a un certain nombre de pays ici. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est l'entrée de la France, pas parce que c'est mon pays, mais parce que tout simplement, la France, c'est le pays aux trois banques systémiques. On a quand même 3 banques systémiques en France. Le Crédit Agricole, BNP Paribas et la Société Générale. Une banque systémique, si une banque systémique s'effondre, ça a un effet domino. Hein. Une banque systémique qui s'effondre, c'est toutes les banques qui s'effondrent. Voilà. Donc évidemment, on va réagir, mais disons, les mécanismes qui ont été mis en place depuis 2008, en particulier l'union bancaire, sont nettement insuffisants pour réagir. Donc une fois de plus, ce sont les contribuables, et cette fois aussi les épargnants, qui vont payer cette crise dans le cadre de l'union bancaire. Donc premier élément, quand même, on peut s'être trompé, mais il y a quand même 2 pays là, 2 pays où c'est chaud, quoi. Bon. Puis autre élément, les politiques qui vont avec, qui permettraient d'endiguer cette situation, ne sont pas là. On fait l'exact contraire de tout ce qu'on devrait faire. Ça fait un moment où la proposition d'un jubilé de la dette, ça fait un moment que la proposition de jubilé de la dette circule. C'est-à-dire on aide les entreprises et les ménages qui sont les plus endettés à se désendetter par la création monétaire plutôt que d'inonder les marchés massivement comme on l'a fait, ce qui était nécessaire au début. Mais maintenant, les marchés sont tellement inondés que vous avez des taux d'intérêt proches de zéro, ce qui n'est pas non plus... le taux d'intérêt proche de zéro, c'est intéressant. Ce serait intéressant pour les États, d'ailleurs, pour mener une politique contracyclique et faire repartir l'activité. Ils ne le font pas. Maintenant, on inonde les marchés, il y a des milliards qui circulent. Pourquoi est-ce que, plutôt que de faire ça, on n'aide pas les entreprises et les ménages qui sont plus endettés dans une situation difficile à se désendetter pour que, justement, cela reparte sur une trajectoire plus saine? Bon, première chose. Deuxième chose, la réforme bancaire a été ridicule. D'accord ? À part en Suisse, qui a pris la situation très au sérieux à la suite de 2008. Les États-Unis qui avaient fait le Dodd-Frank. M. Trump avait promis de remettre la séparation bancaire entre les banques de dépôt et les banques d'investissement. Il arrive au pouvoir, il raye d'un trait de plume le Dodd-Frank qui était très en retrait par rapport à ce qu'il fallait faire. Donc résultat, les États-Unis prennent joyeusement le chemin de la zone de danger. Fantastique. Donc il n'y a pas eu de réforme bancaire. Les banques de dépôt et les banques d'investissement n'ont pas été séparées. On n'a pas revu la titrisation.
Vous savez, la titrisation en soi, c'est pas une mauvaise chose. La titrisation, ça permet justement aux banques de se débarrasser de leurs risques et aux agents d'acheter ce risque et de les supporter à la place des banques. Le problème, c'est que la titrisation, ça devrait s'arrêter là. Alors vous savez que sur les marchés, un des problèmes, c'est la titrisation. C'est-à-dire on titrise des choses qui ont été déjà titrisées 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 1000 fois, et on se retrouve dans une situation comme en 2007, où les banques ne se prêtaient plus sur le marché interbancaire, parce que plus personne ne savait, à l'ère de l'informatique et de la comptabilité, ce qu'ils avaient en bilan. Donc la titrisation, c'est bien, mais il faut la limiter. On la limite à 1 fois. Vous pouvez revendre les risques sur les marchés financiers en tant que banque, mais ensuite, on ne titrise pas un truc qui a déjà été titrisé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, parce qu'au lieu de répartir le risque, ça fait disparaître l'information sur où sont les risques et qui possède les risques. Et donc, ça nous mène dans des situations comme en 2007, où on assèche complètement le marché interbancaire et où les gens se permettent de faire n'importe quoi parce que on peut tout titriser. Donc les banques qui pensaient d'ailleurs s'être débarrassées du risque se sont retrouvées finalement avec le propre risque qu'elles avaient pris. Donc elles se sont retrouvées avec les produits dont elles voulaient se débarrasser qui étaient risqués. Elles se sont retrouvées ça avec leur bilan et elles ne le savaient pas parce que ça avait été tellement titrisé que, enfin bon. Donc pour moi ça n'a pas de sens. Donc il faudrait effectivement limiter la titrisation à 1 degré. Séparer les banques, on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Mais même au contraire, la précédente commission a présenté la titrisation comme une stratégie de croissance et de reprise. Bon, écoutez, fantastique. Si on veut refaire les erreurs du passé, c'est super. Troisièmement, la dépense publique continue d'être procyclique au lieu d'être contracyclique. On a des politiques d'austérité au moment où on devrait avoir des politiques de relance. Et au point qu'en Allemagne, on en est venu au point que la principale centrale syndicale demande avec le patronat allemand, d'accord, c'est pas la CGT, hein, c'est le patronat allemand, demande une relance de 450 milliards d'euros au gouvernement, qui dit non, il faut respecter l'équilibre budgétaire. Bon, très bien. Quand on mène une politique d'austérité en période où la croissance est faible, forcément, ça repart pas. Ça repart pas, ça va pas repartir tout seul. Bon, et puis dernière chose, les salaires continuent de stagner. En France, on arrive à peu près à suivre les gains de productivité. On est un des derniers pays européens. Et encore, on essaie de déconnecter la hausse des salaires des gains de productivité. Ça fait longtemps que l'Allemagne a déconnecté ça. La plupart des pays européens, que font les ménages derrière ? Ils vont s'endetter. Ils vont s'endetter de plus en plus. Et on arrive à une situation qui était celle de 2007, 2008, où il y a des pays qui avaient profité des bateaux d'intérêt, comme l'Espagne, la Grèce, etc., pour s'endetter. À mon sens, ce n'est pas une situation saine. Ce n'est pas une situation saine. Qu'un ménage s'endette pour acheter une maison ou acheter une voiture, c'est tout à fait concevable. C'est même tout à fait, ça fait partie du fonctionnement normal de notre économie. Qui s'endette aujourd'hui pour isoler son logement, ça fait partie du fonctionnement normal de notre économie. Qui commence à s'endetter pour soutenir ses dépenses de consommation courante parce que son salaire est insuffisant par rapport aux besoins et par rapport aux normes sociales, ça devient problématique. Donc voilà, à mon sens, donc rien n'est résolu tant au plan des politiques qu'au plan des indicateurs. À mon avis, on a plutôt progressé vers le mur. Et je serais ravi de revenir dans 2 ans pour vous dire pourquoi je me suis trompé, si je me suis trompé. Merci beaucoup. Je me suis dit que vous alliez dire que vous êtes trompé avec votre introduction où vous expliquez que les économistes se trompaient très souvent. Oui, donc, mais bon, oui. Je vois que vous retenez le sujet. Pas mal de questions. Alors, je vais les prendre en essayant de les regrouper. Alors, vous avez effectivement donné un satisfecit aux banques suisses. Alors que sur pas aux banques suisses. À la réforme bancaire. À la réforme bancaire suisse, ouais. Mais j'ai pas dit qu'elle était suffisante. J'ai dit que ça avait été la plus ambitieuse en Europe. Hein. C'est l'occasion de clarifier les choses. Voilà, parce qu'ils sont pas très bien quand même. Non, ils sont pas très bien. Je n'ai pas dit qu'il faut absolument suivre la Suisse. Et alors ils sont où là
Voilà. À droite. Voilà. Oui, donc ils sont clairement dans la zone de danger. Oui. Okay. Donc, ce qui prouve bien que ça n'a pas été suffisant. C'est un des seuls éléments. Ouais. Non, c'est pas le seul élément. Ce ratio, effectivement, dette... C'est pas un petit pays avec ses petits bras qui va tout faire tout seul. Hein. Bon. Ouais. Ce ratio dette-PIB, alors en fait, si j'ai bien compris, et si on a tous un peu bien compris, c'est que finalement, la dette ne sert plus à la production. C'est-à-dire qu'elle ne rend pas assez, elle ne produit pas assez, et elle n'enrichit pas assez. C'est-à-dire que c'est de la mauvaise dette. Et est-ce que c'est uniquement dû à l'injection, au rachat d'actions, comme on l'a vu avec Philippe? Non, c'est pas que le rachat d'actions, mais le rachat d'actions explique une partie de ça. Quand une entreprise veut... Moi, le rachat d'actions, c'est une pratique qui me paraît problématique, parce que finalement, vous avez des gens qui travaillent, qui créent de la richesse, et puis ensuite, on utilise cette richesse pour faire monter le cours de l'action. Et puis par ailleurs, quand on s'endette pour acheter ses propres actions, c'est pas de la bonne dette, c'est pas de la dette qui va contribuer à l'activité productive et donc à la création de richesse. Il y a aussi un peu la transition numérique, qui a été le grand investissement de pas mal d'entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de surévaluation des bénéfices de la transition numérique ? Alors la transition numérique, c'est quelque chose d'intéressant. Moi-même, je suis un geek, j'aime beaucoup le numérique, le machin. J'ai 3 ordinateurs, un portable, une tablette. Enfin bon, le truc, on fait plein de choses intéressantes sur Internet. Mais il ne faut pas oublier une chose, l'économie derrière, elle n'est pas tellement différente, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière un Uber, derrière un VTC ? On a un service qui était autrefois assuré par un taxi. C'est pas la transition numérique, c'est intéressant. Effectivement, ça permet aux économistes comme moi d'ailleurs de faire des jolis modèles informatiques qui sont un peu plus réalistes que ce que faisaient les économistes avec des équations. Mais je pense pas que c'est la révolution qu'on nous vend comme la nouvelle révolution industrielle. Moi, j'ai du mal à croire à ce concept de transition numérique. Déjà parce qu'on était déjà bien équipés avant. Effectivement, les banques se sont équipées en informatique ces dernières années, ce qui leur a permis d'ailleurs de virer les gens au guichet, ce qui n'est pas toujours très agréable. Mais personnellement, j'ai quelques réticences à croire que c'est l'Eldorado qu'on nous a vendu comme la nouvelle machine à vapeur. Alors, il y a une question sur l'Allemagne, effectivement, qui pourtant a plein d'argent. On sait que c'est un pays très riche et qui, effectivement, comme vous l'avez dit, ne relance pas. C'est-à-dire que est-ce que les Allemands ne sont pas juste en train d'attendre, effectivement, qu'il y ait une crise, que les plus faibles ne soient pas bien et, comme ça, se retrouveraient plus forts que les autres? Non, mais l'Allemagne, je pense que ça relève de la psychanalyse. Hein, parce que les Allemands se sont engagés dans un processus à la fin des années 90 où ils ont tout misé sur les exportations. Ça s'appelle du mercantilisme. Le mercantilisme, c'est pas nouveau, c'est même très ancien. Hein. C'était relativement courant en France au XVIIIe siècle, les économistes mercantilistes, c'est-à-dire toute la richesse de la nation dépend de notre capacité à dégager des excédents commerciaux. Et les Allemands ont fait ce truc un objectif en soi. Or, qu'est-ce qui devrait être l'objectif en soi ? Dégager des excédents commerciaux ou créer de la richesse et de l'emploi ? Donc là, ils en sont à un point où ils avaient réussi un pari d'ailleurs au moment de la crise. Ils se sont dit, notre pari, c'est qu'on a réussi quand même à produire des bagnoles et des machines de grande qualité. On exporte ça en dehors des pays européens, sachant que ces produits-là, c'est des produits pour lesquels l'élasticité de la demande par rapport au prix est faible. C'est-à-dire que c'est des produits où quand le cours de l'euro varie, c'est pas parce qu'une Mercedes coûte 100 € de plus qu'on va pas la vendre. Donc on vend le Made in Germany, on impose des produits de qualité, les bagnoles et puis les machines-outils, et on se base complètement sur les exportations vers les pays qui, eux, ne sont pas en crise, et en particulier vers la Chine qui a fait une politique de relance. Bon, le problème de cette stratégie, c'est qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation où la Chine ralentit. Alors, elle a un taux de croissance officiel de 6%. Moi, je ne crois pas trop aux données chinoises parce que justement, c'est le gouvernement qui dit quel est le taux de croissance. Bon, mais quand même, la croissance chinoise ralentit. Donc les Allemands se retrouvent face à une situation extrêmement difficile.
Et donc la conclusion logique de ça, c'est d'arrêter les bêtises et d'oser relancer l'économie comme le réclament le patronat et les syndicats ensemble. Je dis bien le grand patronat. Imaginez le MEDEF qui réclame un plan de relance de 450 milliards. Bon, ils ont des excédents commerciaux qui permettent très largement de faire cette politique. Ils sont même en dehors des clous européens. Normalement, l'excédent commercial, c'est pas plus de 6%. Sinon, normalement, vous êtes puni, mais on n'a jamais puni l'Allemagne pour ses excédents commerciaux. Donc, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Mais je pense que ça relève de la psychanalyse. Ils sont dans cette attitude où les excédents commerciaux sont plus importants que l'activité, l'emploi et même la vie des gens. Vous savez qu'on a eu une catastrophe ferroviaire récemment, enfin pas ferroviaire mais d'un pont. En Allemagne, il y a la moitié des ponts qui menacent de s'effondrer. Et ils ne le font pas. Ils le font pas. Donc à un moment, ils vont bien être obligés de le faire pour des raisons pragmatiques, je pense. Merci. Et donc, dernière question, prévision de la crise majeure, toujours maintenue dans 18 mois maintenant ? Oui, moi je suis prêt à prendre les paris. Le problème, c'est que voilà, à partir du moment où on utilise des modèles complexes, les modèles complexes sont, comme en météo, des modèles sur lesquels vous pouvez faire des prévisions à 2 jours ou à 3 jours de manière à peu près fiable. À 1 semaine, c'est plus incertain. Et puis à 1 mois ou à 2 mois, c'est encore plus incertain. Donc, c'est une fourchette large qu'on a donnée. Oui, je reste sur les 18 mois. Et si je me suis trompé, je n'irai pas trouver des excuses moisies. Je dirais que je me suis trompé. Et je serai content de m'être trompé, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre franchise, effectivement.